Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la présentation de la nouvelle et première recrue en l'occurrence du PSG cet été, de l'Air Campos à Paris. Rien n'est officiel, visite médicale ce week-end sur Paris selon les dernières informations, mais je parle bien sûr de Vitinha, le milieu de 22 ans qui va venir pour la somme rondelette de 40 millions d'euros, 30 selon le Parisien, mais dans tous les cas, on pète la clause libératoire, on n'a rien négocié du tout. Contrat de 5 ans pour un joueur jeune et avec un tel montant, c'est normal. Paiement échelonné sur 3 ans, voilà, c'est ce que Porto a voulu selon certaines sources. Et bien sûr, on a hâte que tout cela soit officiel. Commençons par les informations. Tout est allé très vite entre l'annonce de l'intérêt du PSG et l'annonce d'un accord, du fait que ce soit bouclé. Parce qu'aujourd'hui c'est le cas, on a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Notons encore une fois que les médias français ont été complètement dépassés. Les mecs qui s'autoproclament insiders sur les réseaux sociaux, on les a pas vus, encore une fois. Et les médias français sont arrivés après les Portugais qui ont eu l'exclu, après Fabrizio Romano, et du coup en faisant un petit peu de la paraphrase. Il mettait info RMC Sport, info Le Parisien. Excuse-moi, mais voilà, vous faites que répéter ce qui est dit dans les médias portugais. Donc déjà, ils sont complètement dépassés. Ensuite, mais ça on le sait depuis un mois, c'est le cas. Ensuite, bon bien sûr, il y a un changement de DS qui fait que d'abord, Luis Campos a un autre réseau que Leonardo, donc d'autres sources pour les journalistes. Peut-être aussi des sources moins bavardes. On sait que Leonardo, c'est quelqu'un qui aimait bien faire fuiter pas mal de choses dans les médias. Chez Luis Campos, visiblement, il y a la volonté de jouer de son réseau. Là, on l'a bien vu avec Vitinha, mais surtout de rien faire fuiter jusqu'à que ce soit bouclé, tout simplement. À part le deal Milan-Skriniar qui traîne un petit peu, mais dans tous les cas, la première réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un DS qui est en train de travailler d'arrache-pied à la mi-juin. On propose 35 millions plus des bonus à Sassuolo pour Scamacca. On est encore dans le coup pour Ekitike de Reims parce que Newcastle est un petit peu en stand-by. Le joueur veut prendre son temps. On propose 50 millions, ça part plus sur 60-70 du côté de l'Inter pour Milan Skriniar. Et là, en 24 heures, on boucle Vitinha. Pas en 24 heures, puisqu'il y a eu un job en sous-marin évidemment. Et Renato Sanchez, puisque les dernières informations font état d'un intérêt très prononcé du PSG et de discussion avec Lille pour essayer de doubler l'AC Milan qui propose 15 millions et qui a déjà un accord avec le joueur. Donc voilà pour les informations. Maintenant, parlons de Vitinha. Comme je l'ai dit, déjà, c'est un dossier qui a été mené d'un commun accord, tous sur la même longueur d'onde, Nasser, Antero et Luis Campos. Déjà, ça fait plaisir. Ensuite, 22 ans. Premier constat, tu rajeunis ton milieu puisque quasi tout le monde a la trentaine et techniquement un bagage qu'on va bien sûr développer dans cette vidéo. À part Verratti et Paredes, ça se discute avec Paredes, mais il n'y a personne qui a son niveau au milieu de terrain techniquement. Revenons un petit peu sur sa carrière parce que c'est vrai qu'il a que 2 ans, un petit peu plus en pro, à Porto. Ensuite à Wolverhampton, donc en première ligue où il ne s'est pas adapté. La saison en dimension collective est mauvaise, et lui en dimension individuelle, ça s'est calqué bien évidemment. Il n'a pas réussi à s'adapter à la première ligue. Est-ce que c'est l'intensité ? Est-ce que c'est l'agressivité ? Puisque c'est quand même un petit gabarit, ça chacun jugera. Ensuite il revient, donc cette saison il commence un petit peu sur le banc et puis s'installe très clairement comme un indiscutable, le maestro du Porto de Conceição dans ce fameux 4-4-2. Vous l'avez compris, on commencera par là, son registre, c'est un milieu central. Mais évidemment, tu peux l'imaginer un petit peu plus bas parce que sur les phases de construction, il aime bien venir, parfois même s'intercaler entre ces deux centraux pour distribuer, même si son gelon n'est pas forcément développé, et surtout pour se sortir de la pression. Parce que là, bien sûr qu'il te fait penser à Marco Verratti lorsqu'il a quelqu'un dans son dos qui vient lui mettre un petit peu un coup de presse. Et bien sûr, plus haut, dans le dernier tiers, il a de l'influence. Donc là, tu peux le voir comme un numéro 8. Certains parlent de numéro 10, mais le problème c'est que les statistiques ne suivent pas vraiment en termes de passes décisives et de buts. Par contre, à l'avant-dernière passe et pour lancer un latéral, son attaquant, dans la profondeur ou attaquer le demi-espace, il est vraiment très bon. Donc il est capable de jouer dans un double pivot. Ça c'est vrai que c'est inédit au PSG. C'est une caractéristique que j'ai longtemps énoncée dans mes vidéos pour cet été. Si on veut jouer par exemple dans un système à 3, la lacune principale que je vois dans cette structure, c'est que nos milieux, en fait, n'ont pas d'expérience dans un double pivot et sont pas du tout à l'aise. Que ce soit Gay, Marco Verratti même, Leandro Paredes,
ou même Danilo. Donc là, tu as quelqu'un qui est capable de jouer. Maintenant se pose la question des complémentarités avec les profils qu'on a déjà dans l'effectif. Avec un Danilo, ça peut aller, mais se pose la question du niveau. Avec un Marco Verratti, peut-être il y aura un manque de taille. Dans tous les cas, je pense que les deux peuvent bien se compléter. Bien sûr, tu peux l'imaginer dans un 4-4-2 parce qu'en parallèle, tu négocies avec Nice pour Christophe Galtier. Ce sont les dernières informations. On rappelle que son club n'en veut plus, demande 5 à 10 millions. Que pour lui, même s'il est marseillais, il a toujours défendu un petit peu le PSG dans ses déclarations, et puis il y voit l'opportunité de sa vie. En plus, il ne quitte pas son cocon natal qui est la France, le championnat, la Ligue 1, parce qu'on sait très bien que c'est un coach Ligue 1 qui l'a remporté, qui la connaît sur le bout des doigts. Donc là-dessus, pas de problème pour essayer de retrouver un petit peu ton hégémonie sur le plan national. Par contre, en Ligue des Champions, aucune référence. Très difficile de savoir si les joueurs vont se dépasser, se sublimer, adhérer à ce qu'il va leur dire, s'il va réussir à se faire entendre, parce qu'en termes d'aura que tu crées en général par le palmarès ou ta carrière en tant que joueur, c'est un peu compliqué. Pour Christophe Galtier, on ne va pas se mentir. Et puis d'un point de vue tactique, en fait, moi c'est ce qui me gêne le plus. C'est vraiment la tactique. On parle d'un entraîneur qui met en place un 4-4-2, mais pas n'importe lequel en fait. C'est pas le 4-2-4 de Thomas Tuchel. C'est vraiment quelque chose de très compact avec 2 lignes resserrées et surtout un maître mot. On attend l'adversaire et on le prend en contre-attaque. Alors en Ligue des Champions, c'était un petit peu ce qu'on faisait sous Pochettino. On l'a vu, ça a marché. Sur un malentendu, tu peux faire de grosses performances avec Christophe Galtier dans ce registre-là. Par contre, en Ligue 1, tu vas pas attendre les adversaires, sachant qu'eux-mêmes t'attendent. Et que tu es quand même le PSG, tu as du talent dans ton effectif, tu es obligé d'imprimer quand même du beau jeu. Et puis surtout, ce que je ne comprendrais pas trop dans ce choix, c'est qu'à Doha, on a quand même toujours bien aimé le beau football. Thomas Tuchel, Unai Emery, c'est des tordus tactiques. Sous Laurent Blanc, ça jouait bien. Carlo Ancelotti, c'est plus le pragmatisme, vous me direz, et à juste titre. Mais dans tous les cas, à Doha, voilà, c'est pour ça qu'on rêve sur Pep Guardiola et tout ça. Je me dis, Christophe Galtier, c'est vrai que c'est compliqué, parce que impossible aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'il ferait d'une équipe créative en fait. Qu'est-ce qu'il pourrait faire si tu lui dis hop, tu dois jouer avec le ballon, tu dois avoir la possession, tu dois jouer le plus haut possible. Parce que là, il y a nécessité de se réinventer. Et puis bien sûr, pour revenir évidemment à Vitinha, il est PSG compatible sur le 3-4-3, le 3-5-2, parce que pour moi, au vu de l'effectif aujourd'hui, c'est un petit peu la structure idéale, à commencer par les latéraux qui deviendraient du coup des pistons. Revenons sur Vitinha. Il a le bagage technique en matière de dribble, il est très très bon. Conservation, même si comme je l'ai dit, il est assez frêle. C'est peut-être ça qui lui a fait défaut en première ligue et c'est peut-être ça la principale nuance qu'on posera sur son profil. Parce que la Ligue 1 est un championnat très rugueux, on l'a vu avec Lionel Messi cette saison. Dès que tu touches le ballon, les mecs viennent te découper les jambes. Les arbitres ne te protègent pas forcément, mais dans tous les cas, c'est athlétique. Vitinha, on peut se poser des questions, qualité de passe extraordinaire. Dans la tête, on va développer sa lecture du jeu et surtout une conduite de balle qu'on a perdue avec Di Maria, qui est parti, et qu'on risque un petit peu de retrouver avec Vitinha parce qu'il est vraiment très très bon dans ce registre-là. J'en parle souvent, les demi-espaces. Au PSG, pas grand monde les attaque. Rappelez-vous évidemment la structure de Pep Guardiola avec les Bernardo Silva ou les Kevin De Bruyne qui viennent attaquer les demi-espaces entre le buteur et l'ailier ou les latéraux en fonction de la structure. Lui, Vitinha le fait très très bien. Au PSG, Marco Verratti, des fois il le fait, mais le problème c'est que pour l'adversaire, il est trop prévisible parce qu'il ne tire pas, c'est pas une menace directe dans le dernier tiers, donc facile à défendre. Paredes joue en chaussettes et plus bas sur le terrain. Danilo, lui, il doit protéger le demi-espace, mais d'Achraf Hakimi, en gros derrière, et puis Herrera, Gay Wijnaldum, bon, écoutez, eux ils sont évidemment hors sujet. Donc ça vraiment, c'est quelque chose de très très bon, qui est inédit, nouveau dans cet effectif, ça fait plaisir. Très bonne compréhension de l'espace chez Vitinha, quelqu'un qui va toujours trouver le bon endroit où se placer au bon moment pour recevoir le ballon dans les meilleures dispositions, parce que évidemment, il faut qu'il soit loin de son vis-à-vis, c'est lui qui va aller chercher le contact. C'est pas l'adversaire qui va venir le tacler par derrière, le tamponner. Lui, non. Il va faire un travail en amont. Bien sûr, la première touche est très très bonne parce que ses pieds, c'est un délice. Il va travailler dans sa tête pour aller chercher le bon espace. Souvent, c'est le demi-espace. Et bien sûr, souvent, c'est sur une position qui permet de faire progresser la balle dans un intervalle, derrière le premier rideau ou le second rideau défensif de l'adversaire. Par exemple, excellent passeur, bien évidemment. Il aime bien les passes courtes. Comme j'ai dit plus tôt, bon, son jeu long, tu le vois pas trop. C'est un bon centreur.
Ça, c'est vraiment à noter parce que, bon, bah, au PSG, on s'entête. Si tu recrutes Skamaka ou un Ekitike, là, on va avoir de quoi dire dans ce registre de jeu, en fait. Parce que si tu centres, tu auras quelqu'un dans la surface de la présence. Aujourd'hui, bon, Kylian Mbappé, fin août, début septembre, il marquait quelques buts et avait des occasions dans ce registre-là, mais ça s'est un petit peu tassé. Lionel Messi, Neymar, j'en parle même pas. Mauro Icardi, il peut même pas sauter. Et Arnaud Calimundo, visiblement, il est sur le marché des transferts. Donc comme ça, c'est absolument réglé. Il faut recruter. Il lance bien dans la profondeur. Ça, c'est important parce que devant, il y a une nécessité de recruter. Alors, visiblement, la priorité pour Luis Campos, c'est un buteur. Mais n'oublions pas l'ailier. D'abord parce que tu as Di Maria à remplacer, joueur de classe mondiale, qui est aussi très régulier, qui te fait tes statistiques depuis quelques saisons. Donc il ne faut pas le recruter, il ne faut pas le remplacer par personne, par un inconnu au bataillon. Il faut un joueur vif, et pour moi, il faut surtout quelqu'un qui vraiment demande le ballon dans la profondeur, va réussir à maintenir la ligne de défense adverse assez basse, et proposer un petit peu, parce que dans ce PSG monotone, Neymar, impossible de demander dans la profondeur, plus de vivacité, et puis son jeu n'est plus basé là-dessus. Lionel Messi, pareil, il joue quasi relayeur. Et Kylian Mbappé, bah la réalité c'est qu'il propose encore un petit peu quand tu es installé dans la moitié de terrain adverse, mais quand tu relances, il a plus tendance à revenir pour se connecter avec Marco Verratti ou son copain Achraf Hakimi avec qui il passe actuellement des vacances au Maroc. Donc voilà, ça c'est évidemment intéressant, avoir un lanceur de profondeur. Encore faut-il évidemment avoir celui qui va demander, mais ça on compte sur Luis Campos pour le faire. Comme je l'ai dit, il ne fait pas vraiment des statistiques, mais dans le dernier tiers, il a quand même une grosse présence en matière de volume de course et techniquement, jouer en une touche, éliminer, temporiser, conserver, il est vraiment très très bon. C'est un bon dribbleur, il a 72,2% de réussite cette saison. Sa conduite de balle, j'aimerais y revenir. Il est petit, alors bien sûr, tu peux te poser des questions en Ligue 1, quand les mecs vont venir épaule contre épaule, ça je l'ai déjà dit. En Ligue des Champions, quand il va falloir faire tous les efforts et courir beaucoup pour parce que c'est la Ligue des Champions et parce qu'il faut combler un petit peu les mecs de devant si ça bouge pas d'ici au 31 août. Mais voilà, avec le ballon, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'appui, qui est très très vif, les changements de rythme excellents, il garde le ballon très proche du pied en fait, tu as l'impression qu'il lui colle complètement, une conduite de balle un petit peu, alors ça peut faire penser à Marco Verratti, mais je dirais plus, même si la comparaison est très osée, Lionel Messi. Dans le sens où, voilà, c'est des mecs qui font beaucoup d'appui, le ballon leur reste vraiment dans les pieds, et puis c'est un petit peu les mêmes gabarits, quoi, des petits centres de gravité, même si bien sûr, Vitinha, on ne compare pas le niveau, le palmarès ou je ne sais quoi avec Lionel Messi. Je parle juste du registre de la conduite de balle, même pas de son niveau, bien sûr, parce qu'il a aussi d'autres qualités. Dans les duels, à terre, 53% de réussite, aérien, 48%. Pour quelqu'un qui dépasse à peine, je crois, le 1m70, c'est quand même pas mal dans les duels aériens, mais c'est à peaufiner bien sûr. Sur les coups de pied arrêtés par exemple, c'est pas une menace. Comme aujourd'hui Danilo l'est, parce qu'il a quand même marqué, je crois, 5 buts cette saison dans ton milieu de terrain. Et puis bien sûr, sur les relances de l'adversaire, si le gardien s'amuse à relancer un petit peu court vers l'entrejeu, voilà, s'il y a un gros point d'appui, Vitinha se fera un petit peu facilement bouffer. C'est vraiment les deux nuances en fait. Elles sont vraiment physiques les nuances. Après, bien sûr, défensivement, c'est pas quelqu'un qui va courir, qui va t'avaler 10 km, 12, qui va être aux quatre coins du terrain. C'est pas vraiment un box-to-box. Tu peux pas le classer dans cette catégorie-là. Mais par contre, encore une fois, dans la tête. Intelligence de jeu extraordinaire, parce qu'il est capable de se mettre en travers des circuits de passe, récupérer très vite, jaillir, et puis bien sûr, au duel, parfois, bien sûr, il est capable de gratter des ballons. Je crois qu'il a 2,5 interceptions par match cette saison, donc dans le championnat portugais, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Surtout pour quelqu'un qui a un milieu un petit peu avancé, voilà, un milieu central, comme dirait le fameux site Transfermarkt. Comme je l'ai dit en début de vidéo à la construction, il est capable de partir d'un petit peu plus bas, un petit peu à la Paredes, aujourd'hui au PSG, parce que techniquement, là, tu vois la vraie ressemblance avec Marco Verratti, il résiste bien à la pression. Centre de gravité bas, évidemment toujours très bon sur les appuis, sur la première touche, pour éliminer quelconque adversaire qui viendrait lui mettre la pression, et puis bien sûr pour distribuer, orienter, même si encore une fois lacune, pour briser les lignes par le jeu long par exemple, parce que c'est pas très développé. Bref, voilà, il a un QI foot très développé, une excellente vision de jeu, attaque bien les demi-espaces, créativité, bagage technique, agilité, fréquence des appuis extraordinaire, activité sensorielle, pareil, 22 ans, tu rajeunis ton effectif.
J'ai totale confiance en Luis Campos personnellement, même si il a échoué en première ligue et qu'il n'a pas forcément beaucoup d'années en pro. Et surtout à 22 ans, tu peux te dire, le mec il a percé un petit peu sur le tard. Aujourd'hui, arrivé à 20 ans dans le monde professionnel, t'en as qui percent bien plus jeune, tu vois. Nuno Mendes aujourd'hui, bah voilà, il a des références contre City, contre le Real, et il a déjà son transfert à 50 patates au PSG, avec juste une saison en pro au Sporting. Donc bien sûr, dans la tête des supporters parisiens, l'opération Nuno Mendes fait que tu as d'autant plus confiance sur Vitinha. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur lui. À 40 millions, écoutez, je trouve que c'est pas surpayé. Bon, c'est vrai que tu peux revenir, être un petit peu tatillon et dire que tu pètes la clause, tu négocies même pas. Écoutez, si on a les sous, pareil, le journal équipe complètement dépassé. Il y a une semaine, il t'annonce qu'on a 80 millions de budget auquel il faut soustraire les 38 de l'option d'achat de Nuno Mendes. Donc en gros, tu as 40 patates pour recruter cet été. Entre-temps, tu en as proposé 50 pour Skriniar, 40 à Sassuolo pour Scamacca. Là, tu en pètes 40 sur Vitinha et tu risques pas de t'arrêter parce que tu es déjà sur Renato Sanchez qui pourrait coûter une vingtaine par exemple. Renato Sanchez, on y reviendra demain. Voilà, pour ce soir, on va s'arrêter sur Vitinha. Bon, écoutez, le dossier est évidemment bouclé. On attend juste la visite médicale et la signature. Jurisprudence Mbappé qui nous fait dire que voilà, dès qu'il y a la signature, là, tu peux vraiment parler de manière certaine. Mais avant, il faut toujours être un petit peu prudent. Mais dans tous les cas, profil très hypant et surtout qu'il y a une marge de progression en fait. C'est ça que j'aime avec Luis Campos. C'est quelqu'un qui va te recruter des joueurs qui ont une marge de progression, notamment sur l'influence dans le dernier tiers. Il a une bonne frappe. C'est un joueur qui est capable d'enrouler, comme il est capable de te faire un bon plat du pied bien puissant qui finit en lucarne. Bon, pas trop souvent, comme vous l'avez vu dans ses statistiques. Mais voilà, dans tous les cas, il faut qu'il bosse là-dessus, l'aspect défensif. Et bien sûr, au PSG, voilà, il est dans un environnement idéal. Comment jouer avec lui? Écoutez, le double pivot avec Marco Verratti, je suis assez sceptique, parce que les deux sont plutôt petits, même si je vois Marco Verratti un cran en dessous Vitinha. Moi, je reste persuadé quand même que cet été, il faut recruter un vrai 6 et surtout un milieu avec de la taille. Voilà. Aujourd'hui, seul Danilo en a. Danilo, il a fait une très bonne saison, pas de problème là-dessus. Mais si on pouvait avoir un Danilo avec un bagage technique, ce serait pas mal. On peut penser à Paul Pogba, qui lui, pour le coup, si on le recrute maintenant, après Vitinha, on pourrait se poser des questions. Parce que en termes de milieu avancé, tu en aurais quand même beaucoup. Imaginez la suite avec Vitinha. Moi perso, je l'imagine, enfin même s'il est capable de jouer dans un double pivot et tout ça, aujourd'hui je l'imagine plus dans un 4-3-3 relayeur avec Marco Verratti et quelqu'un derrière quand même pour assurer les arrières. Alors bien sûr, on peut regretter et penser à Tchouaméni. Personnellement, je pense à Frenkie de Jong parce qu'il y a une vraie porte qui s'ouvre avec le Barça. Il y a seul Manchester United qui est sur le coup. Les mecs ne jouent même pas la Ligue des Champions. Lui, c'est sa seule exigence, il veut la jouer. Donc il faut absolument foncer. Antero Henrique connaît bien son entourage, il faut foncer. En plus, signer Vitinha, à la limite sur Paul Pogba, bon, depuis que tu as signé Vitinha, tu peux te dire, bah ouais, mais les mecs, ils jouent tous les deux un petit peu dans la même zone, il faudrait recruter quelqu'un un petit peu plus bas. Bingo! Frenkie de Jong, la signature de Vitinha, ça ne t'enlève pas la nécessité de foncer, de faire une offre, parce que c'est vrai que le Barça, peut-être, hein, on s'entend très mal avec eux, là, refusons, mais dans tous les cas, s'il y a urgence chez eux, et je pense clairement que là, cet été, ils vont un petit peu le pousser vers la sortie. Bref, dans tous les cas, aussi dimension importante à prendre en compte, il a la trentaine. Une dizaine de saisons chez nous. Je parle de Marco Verratti. Il reste sur une saison très correcte, notamment en termes, enfin très correct, en termes de niveau, quand il est sur le terrain, il n'y a jamais de problème, mais ce que je veux dire, c'est que physiquement, il a quand même pas mal enchaîné cette saison, même s'il a eu quelques blessures, notamment en septembre et en novembre, qui l'ont éloigné 2 fois 3 semaines, mais dans tous les cas, voilà, assez correct physiquement, la trentaine, et bien sûr, je pense que là, avec Vitinha, tu as un profil assez similaire à Marco Verratti, un petit peu plus haut, qui a un petit peu plus d'influence quand même plus haut, et pour son remplacement, c'est vrai que il y a la petite poussière dans l'œil parce que tu veux pas y croire en fait. Marco Verratti, tu as l'impression qu'il a signé hier, mais malheureusement, c'est vrai que la question de son remplacement peut se poser dès maintenant. Et avec Vitinha, je pense qu'elle est, elle est pas répondue parce qu'on te demande à voir évidemment sous le maillot du PSG, mais ça peut être pas trop mal. Bref,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Fonçons sur Frenkie de Jong et on se retrouve très prochainement pour Renato Sanchez. Le dossier de l'entraîneur, voilà, bon, j'en ai parlé un petit peu, j'ai parlé de Christophe Galtier, mais bon, on ne sait toujours pas comment ça va se terminer. Le PSG est adepte de nominer ses entraîneurs à une semaine, 15 jours du début de l'entraînement. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau timing, là, ça commence un petit peu à se resserrer. Très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, si vous en avez appris plus sur Vitinha. Pour ceux, je les vois venir, qui vont me demander des comps, des compilations de ces dribbles et tout ça pour illustrer mes vidéos. J'ai eu les strikes en fait. Là, je suis sous la menace de YouTube, donc je me calme pendant 4 mois. Je reste tranquille. C'est avec beaucoup de regrets, bien évidemment, parce que ça fait longtemps déjà qu'on voit ma tête tout le temps. Mais la réalité, c'est que l'été dernier, j'ai un petit peu trop forcé avec YouTube. Voilà, j'ai eu quelques strikes, quelques mails, des démonétisations aussi, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est très chiant sur ce point-là, mais dans tous les cas, là, c'est même plus une question de démonétisation. C'est vraiment les avertissements, et pour les anciens, on rappelle que la chaîne a été bannie pendant 3 mois à ses tout débuts, donc j'ai pas envie de recommencer ça, je suis un petit peu dans l'œil du cyclone. Bonne soirée à tous, ciao les amis.